L'Ukraine est devenue un gros cimetière comme ça. Oui, le cimetière ukrainien. Ah, c'est ça. Je ne parle pas des êtres humains ici, les amis. Je parle des armes. Les armes otaniennes, whoop, dans le sol, whoop, marécage, whoop, détruit. Ah, les drones, donc c'est un cimetière gigantesque comme ça, dont la Russie les avait avertis. Piotr Stoy, un député, vice-président de la Douma, avait dit que vos armes là que vous êtes en train de crier, on a des armes, on a ceci, vous allez envoyer en Ukraine, nous allons les brûler. Voilà que la Russie est en train de brûler systématiquement tous les armes là. Après, on a dit qu'il y a le général Brouillard en 1945, donc lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le général Hiver. C'est toujours les Russes, ça favorise toujours les Russes. Bon, on t'entend parler de la guerre. Le Brouillard, c'est pour tout le monde. Hein? L'hiver, c'est pour tout le monde. Pourquoi est-ce que les autres pleurent beaucoup? Parce que la Russie est forte, la Russie est résiliente, les amis. Donc, la Russie ne détruit pas seulement les armes otaniennes en Ukraine. La Russie les capture aussi, une grande partie envoyées en Russie. Les drones, tous les armes là sont décortiqués. Les Russes regardent le mode de fabrication et tout ça là pour savoir comment les contrecarrer. Du ciel jusqu'au sol, l'arsenal occidental a été livré à Kiev. Drones, blindés, chasseurs. Mais tout ne revient pas. Certains appareils sont détruits, d'autres abandonnés. Une partie significative finit dans les mains russes. Ce qui se joue en Ukraine n'est plus une guerre classique. C'est une vitrine technologique à ciel ouvert où chaque défaillance devient une prise de guerre symbolique. Premier exemple, l'aviation. Juillet 2025, un Mirage 2005F opéré par l'armée de l'air ukrainienne s'écrase en Volhynie. Le pilote s'éjecte et survit. La version officielle évoque une panne en vol. L'appareil, un chasseur de 4e génération réputé robuste et polyvalent, avait été adapté par la France pour des frappes air-sol avant son transfert à l'Ukraine. L'épisode nourrit immédiatement une bataille de récits. Là où Kiev parle de problèmes techniques, des sources pro-russes affirment qu'il a été abattu. À ce stade, un point est certain. L'avion a été perdu au-dessus de la Volhynie le 22 juillet 2025. Quant à sa valeur, elle se chiffre en dizaines de millions de dollars, le prix exact variant fortement selon l'État et le package de soutien. Le cas n'est pas isolé. Un mois plus tôt, un F-16 ukrainien est tombé en mission. Kiev a confirmé la perte d'un appareil mi-mai 2025, présenté alors comme au moins la 3e depuis l'entrée en service de ce modèle en Ukraine. Fin juin, un autre F-16 est perdu et son pilote est tué lors d'une nuit d'attaque massive. Sur le papier, le F-16 coche toutes les cases, chasseur agile, multicapteur, capable d'opérer par tous les temps et de traiter plusieurs cibles. Mais dans le ciel ukrainien, saturé de missiles solaires et de guerre électronique, il reste vulnérable. Ces pertes rappellent une réalité implacable. L'espace aérien ukrainien ne pardonne rien. Le ciel a parlé. À présent, c'est au sol que la suite se joue. Après le ciel, le sol. L'enjeu se déplace sur les munitions rôdeuses intelligentes. L'exemple clé, le drone d'attaque HF-1 de l'allemand Helsing, employé par l'Ukraine. Sur le papier, il coche toutes les cases de la guerre moderne. Guidage assisté par IA, pénétration à basse altitude, résistance au brouillage et capacité à verrouiller la cible en corrigeant sa trajectoire jusqu'à l'impact. L'Allemagne n'a pas lésiné sur les moyens. Après une annonce de plusieurs milliers d'unités, Berlin a validé en février 2025 une commande additionnelle de 6000 drones de frappe. L'effort est à une échelle inédite pour un système piloté par IA, l'industrie allemande mettant en avant la masse comme avantage stratégique. Mais la promesse technologique rencontre la réalité du terrain. Dès l'automne 2025, des comptes russes diffusent des images prétendant qu'un HF-1 a été retrouvé intact dans un champ côté russe. L'information reste cantonnée aux réseaux sociaux sans confirmation indépendante. Parallèlement, des retours contradictoires circulent sur la fiabilité de certains lots, stabilité du contrôle, sensibilité aux contre-mesures, bien que ces critiques proviennent de sources partisanes et ne soient pas corroborées par des données indépendantes. Même la question du prix alimente les spéculations, le constructeur n'ayant publié aucun tarif unitaire vérifiable. En clair, si la communication met en avant une percée de l'IA de combat, l'HF en illustre surtout la bataille d'usure technologique en Ukraine. Une bataille où la moindre panne ou la moindre capture potentielle peut se transformer en renseignement crucial exploitable par l'adversaire. Après les drones tactiques, le combat se déplace vers la frappe stratégique. Place au missile vedette de Kiev, le FP5 Flamingo. Annoncé à l'été 2025 par les autorités ukrainiennes, il est présenté comme un missile de croisière longue portée, capable de frapper à plus de 3000 km avec une ogive d'environ 1 tonne. La promesse est double, redonner de la profondeur aux frappes ukrainiennes et surtout s'affranchir des restrictions d'emploi imposées sur les armes occidentales. Volodymyr Zelensky a lui-même salué son succès et la montée en cadence industrielle, nourrissant l'image d'un véritable changeur de jeu. Mais la réalité du front s'impose sans délai. Le 10 octobre 2025, Moscou affirme avoir abattu au moins un Flamingo au-dessus de son territoire, image de débris à l'appui.
La communication russe évoque une interception par un système Buk à basse altitude. Côté ukrainien, pas de confirmation détaillée. Côté russe, l'accent est mis sur la signature radar d'un engin imposant et donc vulnérable aux défenses solaires. Au-delà du récit, un point demeure. Une arme conçue pour bousculer l'ennemi devient aussitôt l'objet d'une contre-mesure. Chaque tir se transforme en test grandeur nature de l'équation missile contre écosystème de défense. Le Flamingo reste une pièce stratégique par sa portée et par l'autonomie industrielle qu'il symbolise, mais il n'échappe pas aux lois de l'usure technologique, brouillage, détection, interception. Qu'il touche ou qu'il chute, il alimente la guerre de l'information autant que la bataille des systèmes. Dans ce duel à distance, l'Ukraine met en avant la puissance et la production. La Russie met en scène l'interception. Au milieu, la vérité opérationnelle s'écrit tir après tir, loin des slogans. Après les missiles, cap sur la mer Noire. Ici, le Magura est devenu l'icône de la guerre navale ukrainienne. Un drone de surface rapide, discret, chargé d'explosifs et pensé pour percer les défenses russes. Selon les données publiques, le Magura scinde 5 fils jusqu'à 78 km/h, 42 nœuds, emporte près de 320 kg d'explosifs et opère à longue distance grâce à un guidage combiné. Côté coût, les estimations évoquent un ordre de grandeur autour de 250 000 à 270 000 $ l'unité, sans prix officiel publié. Ces performances expliquent son rôle décisif dans l'éviction progressive des unités russes hors de Crimée depuis 2024. Mais un revers change la donne. Fin septembre 2025, des images et articles spécialisés rapportent un drone Magura retrouvé intact, poussé jusqu'aux côtes turques après des rives. D'autres cas de capture en Crimée avaient déjà été relayés par des canaux russes. Quelles que soient les narrations, un Magura récupéré entier représente une opportunité technique majeure pour l'adversaire. Navigation, liaison, capteur, architecture de commande, tout peut être analysé. Pour Kyiv, c'est la crainte d'un décryptage accéléré de ses atouts. Pour Moscou, c'est la promesse d'une contre-ingénierie et d'une meilleure neutralisation des attaques futures. Cette bascule ne remet pas en cause l'efficacité globale des drones navals ukrainiens, dont les frappes documentées ont coulé ou endommagé de nombreux bâtiments russes. Elle rappelle plutôt la logique implacable de l'usure technologique. Chaque percée appelle sa parade, chaque capture nourrit les défenses adverses. La mer, elle aussi, devient un laboratoire où l'innovation se paie au prix fort dès qu'un exemplaire tombe intact entre les mains de l'ennemi. Retour sur la route, là où la guerre use les machines autant que les hommes. L'exemple du Max Pro MRAP est ici central. Washington a livré à l'Ukraine environ 440 de ses véhicules. Le Max Pro est un MRAP, un blindé conçu spécifiquement pour protéger contre les mines et les embuscades. Mais l'Ukraine n'est pas un théâtre de contre-insurrection. Le Max Pro s'y retrouve exposé à un champ de bataille saturé d'artillerie, de drones explosifs et de bombes. Le résultat est une attrition sévère. À l'automne 2025, les comptages visuels en sources ouvertes indiquent plusieurs centaines de Max Pro perdus, détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. L'enjeu est financier et tactique. Chaque unité vaut entre 0,9 et 1,3 million $. Surtout, des séquences de terrain documentent des captures, rappelant qu'un véhicule immobilisé par la boue, une panne ou un simple déficit de carburant devient vite un trophée et une source de renseignement. Ce bilan ne condamne pas le Max Pro en tant que tel, il remplit sa fonction de transport protégé et a sauvé des équipages sous le feu. Il illustre surtout la réalité ukrainienne de 2024 à 2025. Une guerre d'attrition où la supériorité ne tient plus seulement à la fiche technique, mais à l'adaptation permanente face aux drones et aux renseignements en temps réel. Dans ce contexte, chaque blindé perdu pèse double, financièrement et symboliquement. Cette guerre des trophées technologiques a un coût que Moscou se plaît à chiffrer. Début juillet 2025, Vladimir Poutine affirme que les drones fournis par le mouvement ONF ont détruit pour plus de 2 milliards de $ d'équipements ennemis. L'estimation n'est pas vérifiée de manière indépendante, mais elle sert le récit russe. La facture de l'attrition grimpe et elle est payée par l'Ukraine et ses soutiens. Dans la propagande comme sur le terrain, le message est clair. Rien ne semble pouvoir ralentir l'intensité des combats, car sur les lignes, la cadence ne faiblit pas. Les frappes massives, mêlant drones et missiles, se succèdent encore à l'automne 2025. Chacun teste en permanence l'adversaire, ses défenses et sa logistique. Les rapports quotidiens confirment que la guerre est profondément installée dans le temps long. C'est la leçon de cette vitrine technologique. Au-delà des promesses des F-16, des drones IA ou des missiles changeurs de jeu, la réalité du front est celle d'une usure matérielle et humaine totale, où chaque camp paie le prix fort pour chaque trophée capturé. Quand on vous parle de la force, c'est la Russie, la puissance, le pragmatisme. Quand on vous parle du bavardage, le mensonge, la manipulation, c'est l'OTAN. L'OTAN n'avait jamais fait une vraie guerre. L'OTAN a toujours fait des guerres, des petites guerres contre des pays ou des adversaires qui n'ont pas suffisamment de force, qui ne fabriquent pas suffisamment d'armes. L'Irak, l'Afghanistan. Mais quand ils ont essayé, allez lire l'histoire de la guerre de Corée, ce qui s'est passé là-bas. Allez lire l'histoire de la guerre du Vietnam pour mieux comprendre ces choses-là. À chaque fois qu'en face,
et à la Russie ou l'Union soviétique qui aident, ça devient très compliqué pour les Otaniennes. Ils ne sont pas résilients. C'est des gens qui aiment la belle vie et autres. Mais quand c'est compliqué, ça ne doit pas être compliqué pour très longtemps. Parce que c'est des gens qui ont une histoire récente. C'est des gens, vraiment, nous, on est là depuis très longtemps. Les autres, les Otaniennes, les Caucasiennes, là, ben, c'est des gens qui ont une histoire. Et après, ils ont fabriqué des armes pour coloniser le monde entier et martyriser, tuer des gens, fabriquer des histoires pour pouvoir éliminer les autres peuples. On sait aujourd'hui qui vous êtes.